Welcome. Bonjour, bienvenue. Bienvenue à tout le monde. Bienvenue dans cet sommet sur l'égalité des genres. Pour celles et ceux qui nous rejoignent pour la première fois aujourd'hui, il y a Nati dans la salle. 2, 3, très bien. Donc soyez les bienvenus. Vous allez avoir une fantastique journée de réseautage et d'engagement. Le programme aujourd'hui, comme je l'ai dit à la fin de la session d'hier, nous essayons généralement de terminer un petit peu plus tôt parce que nous savons que ce genre de conférence, nous essayons de concentrer tout ce que nous voulons exprimer, que les gens soient vraiment inspirés, connectés et puissent être vraiment sensibilisés sur l'agenda à mettre en œuvre, donc également avec les différents intervenants pour les keynotes. Nous allons essayer de conserver ce rythme aujourd'hui. Je suis Julia Anderson, présidente du partenariat canadien pour la santé des femmes et des enfants et du réseau Avenir égalitaire. Nous sommes les deux organisateurs de ce sommet. Donc, nous sommes ici aujourd'hui pour une fantastique journée. Je voudrais juste vous rappeler nos attentes d'aujourd'hui. Il y a quelques différences avec ce que nous avons fait hier. Tout d'abord, je voudrais reconnaître que nous sommes sur la terre des nations algonquines depuis les temps ancestraux. Ils prennent soin de leur terre, veillent sur leur terre, s'engagent avec leurs voisins, partenaires et amis. Ils nous font preuve de toute la résilience. Nous avons un grand privilège d'être ici aujourd'hui. Le programme d'aujourd'hui traite de la réconciliation et des pas en avant et des poursuites donc, de ces relations solidaires. Alors, après la keynote, nous aurons des sessions ici dans ce théâtre. Il y aura vraiment, il s'agira de sessions de plein feu sur les connaissances et les savoirs. Et nous aurons par la suite la pause déjeuner vers 11h45, un petit peu plus tôt qu'hier. Nous savons qu'ici, c'est une fantastique journée, une très belle journée, et nous prendrons notre lunch ici, notre déjeuner ici, puisque le ministre de coopération, le ministre Séjean, sera ici et organisera une petite discussion avec quelques questions particulièrement intéressantes. Mais ça sera tout à fait pertinent. Christian, notre membre du Conseil du Réseau Canada, sera modérateur de cet entretien, dont nous pourrons à la fois prendre le lunch et participer à cette série d'entretiens. Il voulait vraiment être ici avec nous, donc il s'agit, je pense, d'une excellente connexion avec notre public pour voir ce que le Canada peut faire ici au niveau intérieur, au niveau local et également à l'international. Donc, après l'enregistrement, sachez que nous avons un service d'interprétation simultanée. Vous pouvez prendre vos récepteurs pour l'interprétation vers le français et vers l'anglais. Vous pouvez également utiliser le mot dièse, où nous le voyons ici à l'écran. Et nous avons l'application sur laquelle on peut trouver l'agenda. Il y a un problème technique, nous en sommes désolés. Il n'y a pas de possibilité de communiquer entre personnes, alors que pourtant cette application avait été conçue pour ça. Mais sinon, vous pouvez tout à fait échanger par courriel également. Nous allons vous demander de pouvoir partager vos informations de contact. Donc, on ne peut pas prendre vos courriels et les partager comme on le faisait auparavant, mais nous pouvons vous demander si vous aimeriez partager, échanger par le biais de votre courriel. Et vous pouvez tout simplement également échanger vos cartes d'affaires comme ça se faisait avant la pandémie. Si vous avez oublié vos cartes d'affaires, comme c'est le cas pour moi, eh bien, c'est une façon fantastique de pouvoir échanger des informations. Voilà. J'ai maintenant le grand plaisir, après cette petite introduction, de vous présenter
Shanice, Shanice est déjà intervenue au cours de différents événements et je suis ravi de la retrouver. C'est la première fois que nous allons pouvoir nous retrouver ici en personne. Donc, Shanice Inouye Steele est une femme autochtone afro-américaine qui vit sur le territoire de Anishinaabe. Shanice a parcouru le monde en tant qu'afro-Anishinaabe. Et pour elle, les différentes cultures différentes identitaires ne doivent pas exister. Elle souhaite partager la joie et ses rêves. Elle a passé 10 ans en tant qu'activiste pour créer des formations et délivrer ce genre de présentation comme elle va le faire aujourd'hui. Elle est fondatrice d'une ONG du projet Asganan pour éduquer les autochtones dans le partage de leur histoire. Shanice est là aujourd'hui avec nous pour nous partager son histoire. Veuillez l'accueillir chaleureusement comme il se doit. Bonjour à toutes et à tous. Je vais me présenter dans ma langue. Donc, bonjour, je suis Shanice Steele. Mon nom Anishinaabe est Ondobo, qui s'appelle donc la maître de cérémonie. Je suis d'origine autochtone. Du côté de mon père, nous venons d'une petite île qui s'appelle Kirkou. Près de 8000 personnes vivent sur cette île. Je ne sais pas, je peux voir que la première fois, lorsque j'ai rendu visite à mes pères sur cette île, eh bien, ils ont reconnu que j'étais donc Anishinaabe par mes traits de visage, et spécifiquement dans le territoire de Mississauga. Donc, vraiment, c'est un endroit absolument magnifique. Mais j'ai grandi dans le Topocon. Topocon, c'est le mot Anishinaabe de cet endroit. Ça veut dire l'endroit où plusieurs arbres poussent. Et aujourd'hui, c'est malheureusement, les arbres ont été remplacés par du béton. Mais c'est malgré tout, quand mes grands-parents, mes ancêtres ont grandi, il y avait encore beaucoup d'arbres. Donc, il y a vraiment cette connexion avec cet endroit, même si cet endroit est aujourd'hui assez différent. Lorsqu'on regarde autour de nous, en ces temps modernes, eh bien, nous devons réapprendre à nous connecter avec la Terre. Et dans notre territoire des Algonquins, quelquefois, c'est difficile de nous connecter également. Donc, je demande combien de personnes sont algonquines ici dans cette salle? Personne? Donc, lorsque l'on parle de la reconnaissance de nos terres, reconnaissance des croyances et des vérités et réconciliation, il y a peu de personnes qui vivent encore sur leurs territoires ancestraux. Ce que cela signifie, c'est que lorsqu'on regarde autour de nous, eh bien, il faut aller au-delà du simple fait de regarder autour de nous, ce que l'on fait actuellement. Qu'est-ce que cela signifie de créer un espace pour les personnes natives traditionnelles? Qu'est-ce que cela signifie avoir des Algonquins ici dans cet espace avec lequel nous partageons l'espace, avec lequel nous échangeons, nous partageons cette terre? Qu'est-ce que cela veut dire? Et ici, dans le même temps, pas de manière séparée, mais vraiment ensemble. Donc, Topocon, dans le nord de Toronto, je suis né à Milton, dans la province de l'Ontario, dans une petite ville proche de Toronto. Mais lorsque je vivais là, ce n'était pas aussi diversifié que ce que ça peut l'être maintenant. Lorsque j'ai grandi, je me sentais un petit peu pas vraiment à ma place. J'étais sur ma terre finalement avec mes grands-parents, avec mes parents, avec ma famille paternelle, et je sentais que, eh bien, finalement, je n'appartenais plus ici. Et j'ai un cousin qui est métis également. Il est blond aux yeux bleus, mais il est pourtant aussi de la même origine que moi. Imaginez-vous au Canada que la personne blonde aux yeux bleus est une personne étrange. Et je suis allé à l'école, j'ai passé du temps avec des autres personnes dans lesquelles, bien, c'est ainsi que j'ai réalisé que mes traits, mes aspects, mon aspect physique n'était similaire à personne.
on m'a dit, voilà, toi, tu es métisse, tu es noir, donc tu ne peux pas jouer avec nous. Tu es métisse, tu ne peux pas jouer avec nous. Et souvent, on m'a demandé par la suite chez Nice, quand est-ce que tu as commencé à être activiste? Eh bien, c'est ce jour-là, ce premier jour-là, lorsque je sentis les- ma mère a dû venir à l'école expliquer toutes ces questions-là. C'est ainsi que je suis, que jamais en moi la graine de l'activisme. Et toutes ces variétés d'origine au Canada, j'étais très jeune, donc sensibilisé à tout cela. C'est ainsi qu'on devient activiste. L'activisme, on pense qu'on le prend en étant dans la rue, en manifestant, mais non, ça prend plusieurs manières d'être activiste. On peut créer cet espace ici, dans cette salle, en tant qu'afro-autochtone. C'est également une manière de reprendre l'espace, puisque moi, j'ai supposé être là d'entrée. Beaucoup de personnes me disent que bien, je ne suis pas supposé être ici aujourd'hui et maintenant. Eh bien, j'ai toujours considéré ce sentiment d'appartenance. Lorsque j'étais à Toronto, je regarde tous ces gens autochtones et d'origine afro, et je peux vous dire que c'est vraiment impressionnant le nombre de personnes afro que je connais dans ma famille et le nombre de personnes autochtones dans ma famille que je connais aussi. Lorsque vous êtes jeune, vous ne savez pas, on ne considère pas, on n'a pas conscience que le monde est aussi grand que ce qu'il est. Donc, en venant à Toronto, voir cette ville effervescente et de me rapprocher de mes origines, de ma famille paternelle et de tout ce qu'on peut apprendre pour les premières fois, tous ces moments, c'est à partir de ces moments-là que j'ai vraiment commencé à acquérir ce sentiment d'appartenance. Et ce sentiment d'appartenance, lorsque l'on parle des espaces de décolonisation, il s'agit de créer des espaces pour les communautés. C'est ainsi que l'on peut vraiment ressentir ce sentiment d'appartenance. Chaque fois que l'on pénètre dans une salle, par exemple ici, vous êtes les seules personnes racialisées, entre guillemets, voilà, ça, c'est vraiment le fait de décoloniser, c'est de dire, voilà, nous sommes ici, nous appartenons ici, nous reprenons, nous récupérons nos espaces, nos connaissances, notre existence dans cet espace, parce que d'autres personnes ne l'ont pas fait. Donc, au fur et à mesure que je grandissais, eh bien, je redéfinissais finalement mon expression. Je voulais créer davantage d'espace pour moi-même. Et au cours de cette époque-là, c'était difficile. J'ai perdu mon oncle, dont j'étais très proche. Il est décédé quand j'avais moi 14 ans. Et cela m'a fait que j'ai été en colère. Et pour canaliser ma colère, malheureusement, eh bien, j'ai dû être arrêté. Et aujourd'hui, je suis là devant vous et je suis quelqu'un qui a éprouvé ce qu'était le système judiciaire. Et par le biais de cette expérience, j'ai pu avoir accès à des groupes de soutien autochtone à Toronto, qui étaient dans le sud de Toronto, au sud du centre-ville de Toronto. Et c'est eux qui m'ont sauvé ma vie, littéralement. Ça, j'en suis absolument sûr, je l'affirme haut et fort. C'est grâce à ces personnes âgées autochtones de retrouver ces cérémonies, de m'avoir octroyé mon nom autochtone. Si ce n'était pas grâce à eux, bien, je ne serais probablement pas devant vous aujourd'hui. Il y a tellement d'autres, d'une jeunesse racialisée, afrodescendante, autochtone, énormément de communautés qui peuvent avoir accès à leurs ancêtres, à leur culture ancestrale. Et c'est vraiment ce que cela nous fait ressentir, ce sentiment d'appartenance, de poursuivre, d'aller de l'avant et de dire, voilà, on me voit, on m'entend, j'ai accès à ce dont j'ai besoin pour avoir tout le succès que j'attends dans ma vie. Donc, lorsque je dis que je ne pourrais, si je n'avais pas reçu l'aide de nombreuses personnes, je ne pourrais pas être devant vous aujourd'hui, eh bien c'est que lorsque l'on repense à cette jeunesse afrodescendante et autochtone, on oublie souvent à quel point dans à quel point le système nous oppresse. Donc, la jeunesse autochtone représente 36% de la population de la jeunesse incarcérée. 36%. C'est presque, ça se rapproche de la moitié de la jeunesse autochtone qui est incarcérée aujourd'hui. Et moi, j'étais là de ces pourcentages. Donc, les personnes ne sont plus qu'un pourcentage sur le papier. Donc, si je n'avais pas vécu tout ce que j'ai vécu, eh bien, aujourd'hui, je ne serais pas là devant vous. Et je serais
une simple statistique. Je resterai qu'une simple statistique sur un bout de papier. Donc, aujourd'hui, la jeunesse représente 21% de la jeunesse incarcérée en Ontario. 21%. Combien d'afro-descendants et de jeunes autochtones sont ici avec nous et qui n'ont pas vécu d'expérience d'incarcération? Donc, toutes ces expériences, ces informations sur la communauté auxquelles j'ai accès m'ont permis aujourd'hui d'être ici devant vous. La décolonisation va au-delà du simple fait d'en parler ou d'exposer des auteurs afro-descendants ou autochtones. Sur 36% de ces 21% de cette jeunesse afro-descendante et autochtone, de quelle justice parle-t-on? Il s'agit de fournir les mêmes ressources et le même soutien que celui que j'ai pu recevoir pour faire partie de ma communauté. Et c'est ce qui a fonctionné pour moi. Lorsque je pense à l'éducation, lorsqu'on parle d'afro-descendants, d'auteurs afro-descendants autochtones, 20% de la jeunesse afro abandonne l'école. Et je me rappelle, à l'âge de 15 ans, je demandais à ma mère de m'envoyer à l'école. Je lui demandais vraiment, je la priais vraiment, parce que je voulais absolument avoir une meilleure éducation. Et les professeurs étaient honnêtes avec moi, qu'ils ne pouvaient absolument pas assouvir mes besoins éducatifs. Et je disais, maman, ce ne sont que 20 000 $ par an. Donc, je n'avais qu'une conception de ce que c'était 20 000 $. Et ma mère disait, 20 000 $, mais pourquoi tu veux aller dans ce genre d'école? Pourquoi tu ne peux pas apprendre des choses toutes simples? Et bien sûr, ma mère n'avait pas les moyens de payer 20 000 $ par an pour mon éducation. Lorsqu'on pense à tous les élèves d'origine autochtone qui reçoivent 5 000 à 17 000 $ de moins que les autres populations, comment peuvent-ils avoir accès aux écoles supérieures? Et même les écoles privées ou les espaces dans lesquels ils pouvaient recevoir une éducation plus adéquate. Mais à nouveau, combien d'entre vous pourraient être avec nous? Combien d'entre eux pourraient être avec nous aujourd'hui pour toutes ces populations qui abandonnent l'école, puisque l'école ne les soutient pas? Nous décolonisons la représentation également par le biais des enseignants et la réconciliation par le biais du financement. Combien d'entre eux pourraient être présents avec nous aujourd'hui? Lorsque l'on parle de la représentation et de la décolonisation, je pense que normalement de personnes afro-descendantes et autochtones nous ont représentés au niveau fédéral. La première femme afro à avoir été élue au Canada était Rosemary Brown en 1975. La première femme afro-descendante à être leader de parti, c'était en 2011. Et lorsque je repense à tout cela, avec ma grand-mère qui a quitté Trinidad en tant qu'afro-descendante pour arriver au Canada, elle a reçu pour créer une meilleure vie pour ses enfants. Elle a quitté mon père, mais mon oncle avait 9 mois lorsqu'elle est venue au Canada pour essayer d'avoir accès à une meilleure vie. Depuis 1973, la date à laquelle elle est arrivée, jusqu'à 2011, il n'y avait pas de leader afro d'un parti au Canada. Donc, imaginez-vous, vous venez dans un pays pour avoir une meilleure vie avec votre famille et vous n'avez absolument aucune représentation. Aucun leader afro-descendant de parti politique. Et ce n'était qu'en 2011 nous avons pu avoir un leader afro. Et c'est en 2020 que nous avons pu avoir la première personne autochtone, femme, qui a été élue en 1998. Donc, lorsque l'on parle de la représentation en tant que en forme de décolonisation, qu'est-ce que cela signifie exactement lorsque les afro-descendants et les voix afro-descendantes et autochtones représentent le leadership de nos partis? Nous ne sommes pas perçus comme des personnes qui peuvent procéder au changement au Canada, un endroit qui est supposé être accueillant pour tout le monde. Lorsque l'on parle d'endroits comme le Manitoba, en 2019, nous avons eu la première femme afro élue.
Ma grand-mère, si ma grand-mère était là, ma grand-mère était là depuis plus de 40 ans. Ma mère et ma famille sont ici depuis des générations en tant que personnes, que peuple autochtone. La représentation va au-delà de la simple représentation d'un visage sur un écran. La décolonisation doit aller au-delà de simplement mettre un visage sur un écran. Il faut qu'il y ait vraiment des changements profonds. Lorsque l'on parle de racisme, le racisme, c'est les préjugés et les pouvoirs. Les gens racialisés, afro et autochtones doivent avoir accès aux mêmes pouvoirs auxquels, lorsque je parle de pouvoir, je ne parle pas du pouvoir de la façon coloniale, mais de la manière par laquelle les voix sont entendues et les voix sont considérées. Ce pouvoir en soi, ce pouvoir intrinsèque. Et quelquefois, eh bien, on est présent, mais on n'est pas vu, puisque vous n'êtes pas soutenu. Donc, je parle de mon enfance un petit peu difficile où j'ai été arrêté. Et même être ici devant vous, je me sens un peu comme imposteur. Donc, on peut sentir cette fois, avoir cette perception, dire peut-être que finalement ce n'est pas ma place ici. Vous voyez, il y a cette sensation ou d'imposture, ou en particulier pour les femmes et les femmes autochtones, il y a cette sensation que le système n'a pas été créé pour nous, auquel nous n'appartenons pas. Cette sensation finalement de non-appartenance. Avec mon compagnon me disait, je ne sais pas pourquoi tu es inquiète puisque ça va aller, c'est ce que tu fais tout le temps. Je disais, non, je suis tellement stressé, je ne sais pas si ce que je vais dire va vraiment intéresser. C'est vraiment ce que le système crée également. Moi, j'ai commencé vraiment à travailler cela pour vous. Donc, la décolonisation commence avec nous-mêmes avant tout. C'est de nous rappeler à quel point nos voix peuvent être puissantes dans des espaces comme celui-ci. Donc, j'étais assez nerveuse ce matin. Je prenais mon taxi après que deux Uber m'aient été annulés. Et bon, après tout ça, je me disais, bon, c'est bon, je ne peux qu'aujourd'hui que passer une bonne journée. J'ai eu beaucoup de stress ce matin, mais je pense que ça va être une excellente journée aujourd'hui. Donc, j'ai dû me rappeler à moi-même que ma voix avait toute son importance sur l'aspect de décolonisation dont nous allons parler ce matin. Votre voix, ta voix a une importance. Et toutes les personnes dans cette salle ont aussi une importance, sont importantes. Nous sommes tous une communauté. Et ça, ça fait partie de la décolonisation. Ce que nous vivons aujourd'hui va au-delà du simple fait de parler avec vous. Nous sommes aujourd'hui en communauté entre nous. J'ai partagé ma vulnérabilité avec vous, mon histoire, et vous allez certainement partager votre vulnérabilité. Le simple fait d'être assis devant moi, eh bien, vous incluez avec moi. Ce n'est pas simplement parce que je suis debout devant vous. Je sens, moi, que j'apprends, j'appartiens ici. Nous sommes ici en train de créer un certain partenariat au sein de notre société. Nous sommes ici ensemble en tant que partenaires. Donc, les gens me demandent souvent, à quoi ça ressemble la décolonisation? Comment peut-on manifester la solidarité? Et je vais dire, eh bien, c'est tout à fait simple, c'est très simple. Traitez-vous tout simplement avec respect. Faites preuve de respect, reconnaissez cette humanité qui est présente entre chacun d'entre vous. Ça, c'est tout à fait la base de la solidarité, c'est reconnaître l'humanité en nous tous. Puis, la question de racialisation, c'est l'humanité avant tout. Il y a tous ces stéréotypes dont on nous parle, dont on nous rabâche. Eh bien, comme je vous le disais, il s'agit d'être au-delà des statistiques sur une feuille de papier, ou ce que nous voyons aux informations, ou les personnes qui sont incarcérées. Eh bien, à ce moment-là, on arrête d'être des personnes. Moi, j'arrête d'être chénisse. La seconde même où vous voyez mon humanité, donc la solidarité, c'est ça. C'est regarder autour de nous et voir, OK, je te vois. Je vois votre humanité, je vois ton humanité, je vois qui tu es, qui vous êtes. Après, au-delà de ça, ce qui est très, très basique, eh bien, c'est de nous éduquer, nous former. Comme je le disais, nous sommes en terre algonquine. Qu'est-ce que ça signifie?
À quoi ressemblait cette terre avant qu'Ottawa ne soit créée? Quelle était la connexion à la rivière? Qu'est-ce que cela signifiait? Qu'est-ce que cela signifiait de vivre l'hiver ici? N'est-ce pas? Même Carlton, cette terre ici, qu'est-ce que cela, comment vivaient les gens ici avant qu'il y ait une université? Et passer du temps avec les personnes algonquines, avez-vous pris le temps d'aller à Kinikonzibi et de passer du temps avec les Algonquins, avec d'autres personnes autochtones? Il y a une très forte population inuit à Ottawa. Est-ce que vous avez déjà passé du temps avec les Inuits ici à Ottawa? On parle de surreprésentation, la surreprésentation des personnes autochtones qui sont sans abri. Eh bien, traitez-les avec humanité. Vous les voyez, il faut les percevoir comme des êtres humains. Ça fait partie de la décolonisation. C'est au-delà de cet espace académique universitaire ou de l'entreprise ou de tout type d'ONG, eh bien, c'est aller dans la rue et rencontrer des personnes autochtones et les traiter comme des êtres humains, tout simplement. C'est comme si on apprenait à nouveau les noms originaux de ces endroits. C'est comme prendre le temps de réintégrer la connexion avec les personnes autochtones de ces terres. Lorsque l'on parle de décoloniser nos relations également avec les afro-descendants sur ces terres, il faut s'éduquer à ce niveau-là aussi. En dépit de ce que plein de gens peuvent croire, depuis des milliers d'années, nous étions présents. De mon héritage depuis les années 60-70, il y a eu énormément d'influences de migrants caribéens, mais il y a des présences autochtones de plus de 400 ans et des relations également avec des autochtones. Donc, s'éduquer, c'est bien repenser quelle est cette relation que nous voulons créer. Une relation avec des personnes qui sont venues sur cette terre, regardant les autres relations entre les autochtones et les personnes afrodescendantes. Eh bien, à quoi ça ressemble? Apprendre et honorer cela dans vos relations avec les personnes autochtones. Donc, la décolonisation va au-delà de vérité et réconciliation des colons blancs et des populations autochtones. Qu'est-ce que cela signifie être en relation avec deux états d'esprit, deux esprits différents? Les personnes disent, eh bien, nous avons toujours été là, nous étions toujours présents. Les autochtones crient, disent qu'ils étaient là depuis de nombreuses générations, de nombreux siècles, mais c'est une façon différente d'avoir un regard sur cette terre. Toute la question d'identité qui peut nous permettre de nous relier de bien des manières. Encore une fois, ça va au-delà de ce savoir. C'est vraiment agir de façon concrète, réaliser des relations, créer des relations et honorer tout cela. Et nous mettre au défi ce système qui met à mal ces relations. Il faut même mettre au défi le gouvernement et reprendre notre espace, reprendre notre place. Et la prochaine fois qu'il y aura un événement dans cette salle, il y aura davantage de personnes d'origine algonquine, j'en suis sûr. La prochaine fois que je serai dans un espace comme cela, eh bien, je pense que je ferai au moins 50 mains qui se lèveront, minimum. Il doit y en avoir davantage, nous devons avoir davantage de présence. Je pense que en matière de décolonisation, il semblerait que nous avons fait déjà beaucoup, mais il s'agit encore une fois de vraiment démanteler un petit peu, désorganiser cette façon de rationaliser. Le féminisme noir, par exemple, eh bien, c'est une manière de démanteler le gouvernement. Cela crée un espace pour chacun d'entre nous. Donc, c'est facile d'embaucher une personne afrodescendante, une personne autochtone, et voilà, de l'intégrer dans un système de représentation en disant, voilà, on a décolonisé. Non, ça, c'est trop facile. Beaucoup de personnes font cela. Je suis autochtone, je suis afrodescendante, je suis gay, je suis grosse et je suis féministe. Voilà. Donc, je dirais, c'est très bien d'être employé, mais
Je ne peux pas être la seule personne. Donc la diversité doit aller au-delà de cela, juste mettre un visage sur un endroit, sur un lieu. Encore une fois, ça fait partie du démantèlement de nos systèmes et de créer de nouvelles choses. Donc, je ne suis pas supposé être ici. Dans tout ce système colonial, je ne suis pas supposé être ici. Mais lorsque je repense à tout ce que ma famille a vécu, lorsque je repense à tout ce que ma grand-mère, ma mère ont vécu dans ces terres autochtones, lorsque je pense à mon héritage afro de ma grand-mère qui est venue au Canada, eh bien, maintenant, je sais que désormais, je sais exactement pourquoi je suis ici. Et j'appartiens pleinement à ce lieu. De tous les sacrifices que ma famille a effectués par le biais de tous leurs efforts, chacun d'entre eux a fait, eh bien, cela prend tout son sens. Tout son sens, c'est la raison pour laquelle c'est tout à fait sensé que je sois ici avec vous. La prochaine fois que vous penserez à ce genre de présentation, eh bien, vous repenserez à tout cela en dépit de ce que le système pense. Mais le travail que nous avons établi, eh bien, je sais qu'aujourd'hui, c'est tout à fait légitime. Lorsque, je, lorsque le mal devient le bien, c'est ce que je pense en parlant de solidarité aujourd'hui. Nous, nous nous concentrons à nous positionner, nous, en tant que groupe, dans un sens du bien. Je voudrais dire merci d'avoir écouté aujourd'hui. J'espère que vous allez avoir une journée des plus intéressantes. Merci beaucoup. Je suis sûr que vous avez tous compris pourquoi nous avons invité Shani, ses capacités, ta capacité à nous éduquer, mais également nous inciter à nous impliquer est vraiment extraordinaire. Merci beaucoup. Et donc, en tant que leader de Cannes SFE et hôte de cet événement, eh bien, il s'agit effectivement d'inciter les gens à s'impliquer sur le territoire où ils vivent, s'impliquer dans ce débat. Et nous allons continuer à réfléchir à cela. Nous sommes engagés à faire en sorte que ceci arrive. Donc, j'espère qu'ici la fin de la journée, nous aurons une grande annonce à faire pour notre prochaine conférence. Donc, à présent, nous allons réaliser donc une pause de réseautage. Donc, pour ceux qui n'étaient pas encore hier, eh bien, je répète notre appel à ne pas laisser personne seul. Donc, si il y a des gens avec qui vous n'avez pas encore échangé, eh bien, faites-le. Et à partir de là, vous avez deux possibilités. Si vous voulez écouter Shani's avantage, eh bien, elle va diriger un atelier dans la salle de conférence à 9h45. Soyez ponctuels, s'il vous plaît. Et nous aurons également ces extraordinaires séances de partage de savoir qui auront lieu dans cette même salle avec un groupe de discussion, des informations en profondeur. Donc, j'espère que vous allez vous répartir plus ou moins en deux groupes de même taille. Après cette séance, vous pourrez aller chercher votre déjeuner. Et je vous invite vraiment à donc aller prendre simplement votre repas pour revenir dans cette salle pour écouter notre débat avec le ministre. C'est intéressant de savoir qu'est-ce qu'il a à nous dire, mais également pour lui poser des questions. Donc, rejoignez-nous ensuite à midi donc, pour ce débat avec le ministre. Merci beaucoup. On se retrouve après la pause.